Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à moi pour mon webinaire ce midi. Juste me confirmer avec un thumbs up que vous m'entendez bien, puis ensuite on va pouvoir commencer. Donc, super, merci. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, on va venir parler de structure corporative, donc structurer sa croissance, stratégie pour entrepreneurs et investisseurs. Donc, j'ai conçu ce webinaire spécifiquement pour les entrepreneurs qui sont incorporés, qui souhaitent découvrir quelles sont les structures corporatives qui seraient les plus avantageuses pour leur entreprise. Donc, je pars du principe que vous avez une incorporation, une société opérante, comme on dit, puis que vous cherchez à comprendre quelle est son évolution, quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour la suite. Donc, on va regarder les différents types de structures société opérante, holding, fiducie, savoir en fait c'est quoi toutes ces différentes structures, c'est quoi les combinaisons possibles, pourquoi est-ce qu'on voudrait justement changer sa structure éventuellement et on va regarder des cas concrets. Donc l'objectif à travers ces différentes structures également, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez réduire vos impôts, augmenter vos profits disponibles. Donc, le webinaire a été conçu pour les entrepreneurs, comme je le mentionnais, incorporés. Donc, si vous êtes travailleur autonome, vous n'allez pas forcément trouver les bénéfices avec la présentation. Donc, ici, on cherche à optimiser ses revenus. On peut sinon être aussi investisseur immobilier qui considère la détention avec sa structure corporative. Donc, exemple, on va régulièrement rencontrer des clients qui sont incorporés, qui ont l'opportunité d'acheter d'autres propriétés immobilières. Donc, ils se demandent est-ce qu'ils devraient faire leur achat avec leur structure ou est-ce qu'on devrait considérer de le faire à son nom? Donc, ça va dépendre de certains facteurs qu'on va pouvoir regarder aujourd'hui. Sinon, ça peut être aussi des clients qui ont une compagnie ici, mais qui ont également des biens à l'étranger. Donc, ils ont des questions par rapport à ça. Et c'est possible que certains d'entre vous aient une entreprise qu'ils souhaitent éventuellement revendre. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut s'y préparer. J'aime toujours savoir qui sont les participants, c'est quoi un peu votre domaine d'activité. Donc, je vais vous partager un sondage à l'écran qui est anonyme, juste pour que je puisse avoir une idée un peu de votre profil. Ça me permet également d'adapter ma présentation en conséquence. Donc, je vais lancer ça maintenant. Vous devriez le voir apparaître à l'écran. Puis, pendant que vous remplissez cela, je vais me présenter pour ceux qui participent pour la première fois à un de mes webinaires. Donc, mon nom est Anne Edma-Louis. J'ai fondé le cabinet Amléa Légal en 2015, donc bientôt 10 ans, et on accompagne exclusivement des entrepreneurs. Donc, on fait du droit des affaires et de la fiscalité. Donc, on va faire autant du démarrage d'entreprise que de la croissance. Donc, des entrepreneurs qui vont avoir des salariés, des employés clés, qui veulent négocier des achats d'entreprise dans le cadre de leur croissance, jusqu'à la vente. Donc, on couvre vraiment tout ce qui concerne le droit des affaires avec mon équipe. Donc, je ne travaille pas seule. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais juste vous mentionner qu'on a une période de questions qui est prévue à la toute fin. Donc, vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la séance. Toutefois, il est probable que je ne puisse pas y répondre en même temps dans le chat pendant que je présente. Donc, je vais garder ça à la fin pour une période d'une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Puis également, vers la fin de la présentation, je vais vous partager une nouvelle façon de travailler avec nous que j'ai récemment développée avec l'équipe. Donc, je vais pouvoir vous partager ça à la toute fin pour ceux qui sont intéressés par cette thématique plus particulièrement. Donc, merci pour ceux qui ont répondu au sondage. N'hésitez pas également à poser vos questions en privé ou en public. Vous avez la fonction pour le faire de la manière que vous préférez. Et c'est parti. Donc, j'arrête le sondage et on y va. Donc, pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui pour parler de structure corporative et pourquoi est-ce qu'on voudrait revoir éventuellement sa structure? Donc, concrètement, initialement, lorsqu'on va se lancer, typiquement, on va avoir besoin d'une seule société, mais au fur et à mesure des années, il est possible qu'on ait une croissance plus importante, plus rapide. Entre autres, on peut vouloir avoir des partenaires d'affaires, on peut vouloir sinon intégrer aussi des employés clés. Et ça, ce sont des raisons qui peuvent justifier de revoir la structure. Donc, notamment, exemple, si on était le seul actionnaire, mais que là, on veut intégrer un partenaire ou qu'on a trouvé un employé qui est très dédié, et on aimerait pouvoir lui mettre des actions, ça peut être un cas de figure où ça vaut la peine de prévoir d'avoir sa propre société de gestion qui va être actionnaire plutôt que nous en tant qu'individu. On va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que ce serait préférable, mais ça peut être une des raisons. On peut aussi se retrouver dans une situation où on a accumulé des actifs, de la liquidité, des placements, des produits d'assurance, mais au sein d'une seule entité qui n'a pas forcément vocation
de rendre des services ou vendre des produits, servir de fonds de placement et aussi de servir d'exemple de compagnie d'investissement immobilier. Donc, éventuellement, quand on commence à accumuler des liquidités, c'est un signal qu'on peut commencer à vouloir les valoriser et on pourrait vouloir faire une distinction claire entre l'entreprise et le flux de trésorerie et nos objectifs personnels pour le long terme. Une autre raison de vouloir revoir la structure également, c'est dans un contexte de planification successorale. Donc, on peut se retrouver avec, souvent ce que je vois comme cas aussi, ce sont des entrepreneurs qui veulent éventuellement intégrer des membres de leur famille dans leur structure. Donc, à ce moment, on veut penser à la pérennité. Donc, soit c'est à travers la famille, soit on veut vendre l'entreprise. Donc, c'est justifié de vouloir revoir sa structure. Et également, si on veut investir à l'étranger, ça peut justifier aussi de faire quelques changements. Des erreurs que je vois qui peuvent arriver, c'est que on va donc partir avec nos structures initiales. Donc, on a créé une compagnie pour proposer nos services, mais on fait tout avec cette même compagnie ou on décide de se créer des filiales en dessous pour nos différentes activités alors qu'on aurait pu faire autrement avec un schéma que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est fréquent que je vais voir aussi un entrepreneur qui a donc sa compagnie, exemple, je suis courtier immobilier, j'ai ma compagnie et en dessous, je viens me créer des différentes entités. Exemple, en dessous, j'ai une compagnie pour mon immobilier, puis en dessous, j'ai une compagnie pour un projet que j'ai avec un partenaire, par exemple. Mais ils les font en bas plutôt que de considérer un schéma avec une compagnie mère, etc., que je vais vous montrer tout à l'heure. Une autre erreur, ce serait aussi de ne pas faire de distinction claire entre les investissements qui sont pour le long terme et les opérations quotidiennes de l'entreprise ou de faire nos différents changements, mais de les envisager dans un mauvais timing. Donc, exemple, on va avoir un cas pratique tantôt si on souhaite éventuellement vendre son entreprise. Ben à ce moment, revoir sa structure, c'est pas quelque chose qu'on fait l'année de la transaction. Idéalement, si on anticipe une vente dans quelques années, mais c'est quelque chose qu'on prépare vraiment à l'avance pour maximiser le gain qu'on peut en tirer. Donc, on va commencer à regarder ici les différents termes. Donc, on va tourner aujourd'hui beaucoup autour de ces trois types d'entités. Donc, la société opérante, c'est l'équivalent de votre société actuelle. Donc, on est incorporé, on est consultant TI, on a une incorporation, on facture avec, on paie nos dépenses, on se paie un salaire. C'est ça la société opérante, c'est pour les opérations. Donc, elle exploite l'activité et cette entité, donc, elle sert à générer le revenu actif et éventuellement, si on a une entreprise qui a le potentiel de pouvoir être vendue, ben alors elle pourrait être admissible à la déduction pour gain capital. Donc, les actions que vous détenez pourraient, si la société se conforme, vous permettre de bénéficier d'une déduction pour gain capital qui est le fameux, si vous tapez sur Internet, de la DGC. Donc, chaque année, ce montant augmente. Tous les particuliers ont droit à cette déduction si leurs actions se qualifient, qui est de plus d'1 million de dollars. À chaque année, ça augmente. Bien entendu, que j'ai dit si elle se qualifie et c'est vraiment pour tout ce qui est du revenu actif. Donc, c'est pas valide si on a une société qui détient, par exemple, un portefeuille d'investissement immobilier, sauf si on est capable de le considérer comme étant un revenu actif. Ensuite, on va venir parler aussi de société de gestion. Donc là, il y a plusieurs termes pour cette même entité. Ça peut être une holding, société mère, société de portefeuille. Donc, tous ces termes signifient la même chose en pratique. Et ces deux ici sont tous les deux des sociétés par action. Donc, ce sont des incorporations standards. Donc, c'est vraiment le même principe que ce que vous avez, c'est juste que leur vocation est différente et qu'on les utilise en fait pour des raisons différentes, avec un code d'activité différent, mais concrètement, c'est pareil. Ensuite, par contre, ici, on vient l'utiliser pour autre chose, notamment pour détenir des actions dans vos différentes entreprises. Initialement, elle va détenir des actions dans votre société principale, votre société opérante. Donc, de cette manière, la société de gestion se transforme en une forme de société mère parce qu'elle est au-dessus et votre société opérante devient comme sa filiale ou sa fille. La fonction principale, donc, c'est de détenir des actions dans vos différentes entités, générer des revenus autres qui peuvent être des revenus passifs, comme des revenus d'intérêt, des revenus de loyer si on investit en immobilier, et avoir différents investissements. On va aussi avoir, exemple, des clients qui ont des produits d'assurance vie corporative. Donc, si on parle de produits d'assurance vie, ça pourrait être plus intéressant
de considérer de les mettre dans la société de gestion versus d'autres types de produits d'assurance qui, eux, servent, exemple, assurance maladie ou assurance invalidité, qui sont directement corrélés avec votre rôle ou le fait que vous générez des revenus pour l'entreprise. Donc, ce serait un peu différent. Ceux-ci, je les mettrais dans ma compagnie opérante, mais pas forcément ceux d'assurance vie. Bien entendu, c'est très commun que des clients aient d'abord la société opérante dans laquelle ils ont tous ces produits. Ce qu'on vient faire par la suite, c'est qu'on va venir faire une séparation graduellement, aller mettre les actifs là où ils devraient vraiment être. Et l'avantage de la société de gestion, c'est que l'objectif, c'est de venir protéger ce que vous avez gagné. Donc, si on est dans un domaine d'activité, exemple, qui est plus sensible, exemple, on est dans le domaine de la construction, dans le domaine médical, notre société opérante, elle pourrait éventuellement être à risque contre des créanciers, par exemple. Ou si on fait des investissements importants dans notre entreprise, on prend des risques, ben, les créanciers peuvent se retourner contre la société opérante, mais pas contre la société de gestion. Donc, c'est pour ça qu'on vient parler de faire une distinction claire et de protéger en transmettant les liquidités ailleurs et en les réinvestissant. Donc, c'est dans la société de gestion qu'on peut vraiment se projeter sur le long terme. On peut un peu la voir comme éventuellement, je vais arrêter de travailler, je vais avoir un retrait des affaires, mais ma société de gestion, elle, je pourrais la conserver. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai bâti mon patrimoine pour mes vieux jours, exemple. Et la société de gestion étant la société mère, elle est actionnaire, donc elle peut recevoir des dividendes de sa fille, de la société opérante, tout comme vous recevez les dividendes de votre société opérante. Et ensuite, la fiducie, la fameuse fiducie. Donc ici, on va en discuter un peu plus longuement parce que je rencontre régulièrement des clients qui vont me dire, j'ai une fiducie, alors qu'ils parlent d'une société de gestion, ou qui vont confondre les deux ou leur pertinence. Ils vont venir avec un plan déterminé qu'ils veulent la fiducie, alors qu'elle n'est pas forcément nécessaire dans leur cas. C'est pas un produit qu'on va proposer à chaque semaine parce que c'est très spécifique. Fut un temps, avant 2015, c'était très, très, très commun parce que c'était beaucoup plus avantageux, mais ça a changé. On va en parler dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner les cas où est-ce qu'on l'utilise plus souvent, qui font que c'est pas forcément tout le monde qui en a besoin. La fiducie familiale peut détenir des actions dans vos compagnies. Donc, exemple, la fiducie qui est créée par un contrat, donc elle n'est pas une compagnie, elle n'est pas sur le registraire des entreprises du Québec. Donc, la fiducie, c'est créé par un contrat privé. Et là, elle peut détenir des parts dans vos différentes compagnies, sociétés, parce que la société peut émettre des actions. Et là, on va voir sur le REQ. Exemple, Société opérante Inc., on verrait que l'actionnaire, il y a une fiducie familiale, mais la fiducie familiale en tant que telle n'est pas publiée sur le registre. La fiducie familiale, si j'avais à la comparer avec une incorporation standard, on va parler un peu des rôles. Donc, la fiducie familiale, elle a des gens qui la gèrent, comme on a des administrateurs qui gèrent une société. Et là, la fiducie, pour ça, elle a des fiduciaires. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez être fiduciaire de votre fiducie familiale. Donc là, vous allez être celui qui l'administre avec d'autres personnes. Et ensuite, on a des bénéficiaires. Les bénéficiaires de la fiducie, c'est l'équivalent des actionnaires, dans le sens que les actionnaires, eux, leur objectif dans la vie, c'est de recevoir des profits de la société par action. C'est pas forcément de gérer. Souvent, on est autant administrateur qu'on est actionnaire. Donc, on peut oublier qu'on a deux personnalités, mais on a la personnalité de l'actionnaire que tout ce qu'il veut, c'est percevoir de liquidités. Le pire qui peut lui arriver, c'est de perdre son investissement s'il en a fait un. Mais si la compagnie fait faillite, il n'est pas concerné parce que lui, il était actionnaire, alors qu'on a notre chapeau aussi d'administrateur. Et l'administrateur, lui, peut avoir des responsabilités dans le sens que si la société elle se retrouve à avoir des créanciers comme Revenu Québec et qu'elle fait faillite, ben, ça se peut très bien que l'administrateur soit quand même responsable à titre personnel de la TPS-TVQ, par exemple. Donc, c'est vraiment la distinction. Donc, ici, le bénéficiaire recherche uniquement à bénéficier de ce que la fiducie pourrait lui distribuer comme profit s'il y a. Donc, en tant que bénéficiaire, on va lister les différents bénéficiaires qui peuvent être les membres de votre famille. Ils n'ont pas de droit acquis, donc le fiduciaire décide est-ce qu'on verse quelque chose ou pas.
Et indirectement, le bénéficiaire, vraiment indirectement, on pourrait dire qu'il a des parts dans vos différentes sociétés parce qu'il est bénéficiaire d'une fiducie qui a des actions, mais c'est vraiment seulement si on décide de leur faire profiter de ça. Ici, avec la fiducie, ce qui est avantageux, similairement à la société de gestion, c'est qu'on retrouve le volet de protection dans le sens que la fiducie détient les actions. Donc, si quelqu'un est inquiet au niveau de leur protection de leurs actifs personnels. Disons que quelqu'un a différentes compagnies, puis il craint, parce qu'exemple, il est dans la construction. Je reviens souvent avec cette industrie parce que c'est au premier plan lorsque on vient nous voir, quelqu'un qui est dans cette industrie, il arrive qu'il se retrouve à être caution personnelle sur des projets. Et à ce moment, ils peuvent avoir des craintes que leurs actifs personnels ou que leurs différentes compagnies soient sujettes à se faire saisir dans un contexte de, exemple, faillite personnelle. Et à ce moment-là, en ayant une fiducie, si on transfère nos actifs sous la fiducie, ça fait en sorte qu'ils sont plus à notre nom, donc on bénéficie des protections. Alors que lorsqu'on est actionnaire de notre société opérante ou société de gestion, ça demeure que c'est nous qui détenons ces actifs-là à notre nom. Donc, si on a des craintes personnelles, c'est peut-être pas l'idéal, c'est pas réglé encore. C'est juste réglé au niveau, comme je le mentionnais ici, au niveau de la compagnie, ses activités principales. Donc, au niveau de la protection, la fiducie nous permet d'avoir ce volet de protection personnelle et professionnelle. Ça permet aussi la planification successorale dans le sens que, pour ceux qui ne le savaient pas, lorsqu'on décède, le gouvernement, Revenu Québec, Revenu Canada considère que tous nos actifs, on les a vendus. Donc, si on avait différentes propriétés immobilières des compagnies, il va y avoir une disposition qui va se faire en date du décès, qui déclenche un impact fiscal assez important selon la nature de notre patrimoine, la valeur. Mais si on a transféré certaines choses sous une fiducie, ça vient justement limiter ça parce que c'est pas la fiducie qui est décédée, c'est l'individu qui n'est pas possible en tant que tel avec les deux premiers items parce que les deux premiers items font partie de vos actifs qui seraient sujets à cette disposition automatique. Donc, si on veut planifier la succession puis qu'on a envie que ça reste dans la famille, que ça a une valeur, une certaine valeur, on peut considérer la fiducie. Et aussi le fractionnement de revenus. Mais le fractionnement de revenus, c'est très spécifique. Fractionnement de revenus, ça veut dire partager les revenus générés par nos différentes entités avec certains des bénéficiaires. Et parmi les bénéficiaires, en passant, on peut avoir la société de gestion. On va regarder des schémas tantôt pour ceux qui sont visuels, mais euh, on peut avoir des bénéficiaires qui sont des individus et des bénéficiaires qui sont corporatifs. Et ce qui fait en sorte que lorsqu'on parle de fractionnement, ce serait exemple de prendre les profits qu'on a générés avec la société opérante, on les envoie dans la fiducie familiale, mais le but, c'est pas de les laisser dans la fiducie familiale, c'est de les redistribuer aux bénéficiaires. Mais si même si parmi les bénéficiaires, on a nos enfants, on pourrait pas juste leur donner de l'argent, sauf s'ils ont pleinement participé à la génération des revenus. Avant 2015, tout le monde avait une fiducie parce que, à l'époque, on pouvait faire du fractionnement de revenus sans égard à l'implication réelle des bénéficiaires. Et ensuite, la multiplication de la déduction pour gain en capital dont j'ai parlé tantôt, lorsqu'on a une fiducie, ça arrive plus fréquemment pour ceux qui considèrent éventuellement vendre leur entreprise et si c'est pour une valeur qu'ils estiment sera plus élevée que le plafond auquel ils ont droit en tant qu'individu, qui est autour de 1 million et plus. Si on veut vendre, pour exemple, 3 millions, ça peut valoir la peine à ce moment d'avoir des bénéficiaires à travers la fiducie qui ne sont pas entrepreneurs pour être capables d'aller puiser dans leur plafond de déduction en gain en capital qu'ils n'utiliseront pas. Pour répondre à la question, oui, la fiducie peut faire un prêt. Donc, quand est-ce qu'on devrait considérer de revoir sa structure? Donc, comme je le disais tantôt, j'avais dit pourquoi, mais en termes de moments clés, ce serait exemple avant une croissance importante. Donc, avant justement l'embauche de ces employés clés, si on veut leur émettre des actions. Avant peut-être de commencer à lancer des nouveaux services, si on estime que ça va changer la dynamique au niveau des revenus. Peut-être qu'on va générer plus de revenus parce qu'on fait un nouveau lancement, ou peut-être qu'on veut faire une distinction parce que le nouveau service est plus risqué, par exemple. Si on commence à accumuler des surplus, donc, à ce niveau-là, le critère numéro un pour considérer d'avoir la société de gestion, selon moi,
ce serait de commencer à avoir de liquidité. Je ne suis pas particulièrement une fan de créer plein de structures au jour 1 si on n'est pas certain à quel moment est-ce qu'on en aura besoin. Dans le sens que la plupart des clients qui démarrent vont nous demander une seule incorporation, puis ils vont revenir peut-être 2, 3 ans, 5 ans plus tard pour me dire qu'ils sont prêts à revoir la structure parce qu'à ce moment, ils ont accumulé 100 000 exemple, ou plus, et ils veulent être en mesure de faire la distinction parce que cet argent qu'ils ont accumulé, ils n'en ont pas besoin pour leur quotidien, pour le flux de trésorerie de l'entreprise. Donc, ils veulent le valoriser, le placer, faire autre chose avec, d'où le fait qu'on doit revoir la structure. Parmi nos clients qui vont incorporer leur société de gestion au jour 1 à ce moment-là, eux, c'est parce qu'ils ont une vision très claire ou c'est très prévisible. Exemple, on a des consultants TI qu'ils ont un contrat ou même plusieurs contrats simultanément. Ils ont un coût de la vie qui est bas et ils savent pertinemment qu'à la fin de l'année, ils vont déjà avoir accumulé X montant d'argent et ça va continuer comme ça over and over pour les prochaines années. À ce moment-là, on peut créer la société de gestion au jour 1. C'est toujours plus simple que le faire plus tard, mais au moins, ils vont aussi la rentabiliser. Parce que avoir une société de gestion, ça sous-entend quand même qu'on a une autre entité qui va avoir besoin de bénéficier de services comptables. Donc, ce que j'ai pas mentionné ici, c'est que chacune de ces entités doit produire une déclaration de revenus. Donc, ça, vous le faites déjà. La société de gestion aussi, mais c'est beaucoup moins lourd comme comptabilité parce qu'elle n'a pas de TPS-TVQ, elle n'a pas de déduction à la source, elle n'a pas de dépenses opérationnelles qui justifient une tenue de livre mensuelle, elle verse pas de salaire. Donc, c'est beaucoup plus simple, donc moins coûteux en principe. Et la fiducie familiale doit également déclarer ses revenus. Donc, chaque année, elle produit une déclaration de revenus, même si elle n'a pas techniquement de revenus imposables si on l'utilise correctement. Donc, typiquement, la fiducie familiale, le but, c'est qu'elle nous serve comme passoire ou comme véhicule pour acheminer l'argent aux bénéficiaires, dont le bénéficiaire corporatif qui peut être la société de gestion. Mais là, dans ce contexte, à la fin de l'année, si elle a bel et bien transféré les liquidités acquises de droit, elle a 0 $ qui lui reste et la déclaration, elle est à zéro, mais on va indiquer qu'on a transféré un dividende à un des bénéficiaires, mais concrètement, elle n'aurait pas à payer d'impôt. Si on décidait d'investir avec la fiducie, sachez que son taux d'imposition, c'est celui le plus élevé qu'on retrouve pour les particuliers. Donc, si on est autour de 50% et plus, ce sera son taux d'imposition à elle sur les profits, sur les revenus qu'elle reçoit. La société de gestion, les profits sont également imposés comme étant des revenus passifs, ce qui est élevé avec le 50% aussi, mais ici, on a des mécanismes pour récupérer éventuellement l'impôt qu'on a payé, qui n'est pas le cas pour la fiducie. Et on va regarder tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une société de gestion qu'on est forcément assujetti à cet impôt. Ça dépend aussi, est-ce que les revenus qu'on génère sont liquides ou pas. Donc, d'avoir des placements qui gagnent de la valeur on n'est pas assujetti aux 50% parce qu'on n'a pas liquidé le, le, le placement, exemple. Et la société opérante, ben, c'est celle qui a le revenu qui est imposé le plus faiblement parce que si on est, exemple, consultant TI à notre compte, on est autour de 20% sur les profits. Si on est entrepreneur avec des employés, ben, on est autour de 12% sur les profits. Donc, c'est ce qui est le plus avantageux de tous parce que c'est des revenus actifs. Ensuite, donc, on a parlé ici accumuler des surplus, puis quelqu'un nous a demandé ici combien, comme surplus, vaut la peine d'avoir une telle structure. Je dirais que c'est très, très subjectif parce qu'on va autant avoir des personnes qui vont le faire quand elles ont atteint 50 000 $ que d'autres qui ont atteint 100 000 $ et plus. Ça dépend aussi quels sont vos projets parce que quelqu'un peut avoir accumulé 50 000 $, mais pour lui, ça correspond à une mise de fonds pour un projet qui justifie d'avoir une société de gestion. Et quelqu'un peut dire, je vais attendre d'avoir, exemple, 100 000 $, puis à ce moment-là, ben, je vais le transférer puis commencer à l'investir parce que dans leur tête, peut-être que c'est un niveau d'épargne qui est nécessaire pour considérer des nouveaux projets. Donc, c'est très, très, très subjectif, d'autant plus que on pourrait dire que 100 000 $ est quand même une somme assez conséquente et que si on est dans un domaine qui est plus risqué, 100 000 $ ça peut représenter quand même une somme importante. Puis si on n'a pas eu le temps
de revoir la structure et que c'est à risque, c'est beaucoup quand même. Alors, pour tout te dire, ça dépend, Emmanuel. Ensuite, comment déterminer les bénéficiaires et les fiduciaires, c'est à votre entière discrétion. Maintenant, justement, en termes de moments clés, avant une acquisition importante, ça revient un peu à ce que je viens juste de mentionner comme exemple. Donc, si justement j'anticipe de faire une acquisition, ben, à ce moment, je peux considérer de revoir ma structure. Si je souhaite vendre mon entreprise ou intégrer une relève sous forme d'employé ou à travers la famille, et si je veux protéger mes actifs ou optimiser ma succession. Donc, ça peut être des moments clés à considérer, pour pouvoir revoir le tout. Donc, quels sont les avantages d'avoir une structure qui est bien pensée? Donc, ça vous permet de justement protéger vos actifs. Donc, c'est d'autant plus que ce qu'on accumule à travers notre dur labeur, on vient le mettre à part lorsqu'on envoie les liquidités dans la société opérante. C'est pas sous forme de prêt, on le fait sous forme de dividende. C'est une distinction qui est importante si on veut vraiment bénéficier de la protection. Et ce que ça permet également de faire de l'optimisation fiscale dans le sens que tantôt, je mentionnais que une des raisons pour lesquelles on peut vouloir intégrer une société de gestion, c'est si, par exemple, on veut émettre des actions à un employé clé, puis il va être actionnaire en plus de nous ou un partenaire. Si on est trois partenaires en tant qu'individu, donc ce sont des particuliers qui sont actionnaires, et qu'on se retrouve à vouloir partager des profits, on peut se retrouver dans une situation où on a deux partenaires sur trois qui veulent recevoir une distribution de profits, mais on a un partenaire qui n'a pas besoin de liquidité excédentaire parce que son coût de la vie, son salaire, ça couvre déjà. Et à ce moment, s'il reçoit des dividendes, lui également, ben, il va s'imposer lourdement en termes d'impôts personnels, ce qui rend ça moins intéressant. Mais pour régler ce problème, on va venir avoir une holding qui va faire en sorte qu'on va faire une distribution pour tous, mais au moins en tant qu'individu, mais avec ma holding, je me retrouve à recevoir mes liquidités sans payer d'impôt pour l'instant, jusqu'au jour où moi, je me retrouve à recevoir mon dividende en tant qu'individu. Également, en termes d'avantages, quelqu'un dans le chat disait tantôt que il y en a qui, dont le ratio d'endettement font en sorte qu'ils sont plus en mesure de continuer à investir à leur nom personnel, donc ils doivent revoir leur structure et on va rencontrer des clients qui vont vouloir, exemple, prendre les liquidités, prendre les propriétés qu'ils ont, exemple, si c'est un ratio d'endettement immobilier, hypothécaire, ils vont choisir une ou deux propriétés qu'on va venir transférer dans une société, qui serait, exemple, la société de gestion, pour être en mesure de libérer leur ratio personnel pour continuer de faire des investissements. Ça peut être une raison. Et dans la même lignée, il y en a qui veulent transmettre leur patrimoine immobilier à leur famille et à ce moment-là, de considérer de transférer les propriétés dans une société de gestion dans laquelle on a des membres de la famille qui sont actionnaires. Ça permet de faciliter la transmission et de limiter cet impôt dont j'ai parlé au décès qui se crée lorsque on est considéré d'avoir vendu nos actifs. Ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle dans le sens que si on avait différentes entités, différents projets, certains seuls, certains avec des partenaires, mais tout est regroupé sous la même société mère qui détient les différentes parts. Donc, c'est plus simple de tout centraliser. Et ça nous permet d'avoir accès à d'autres types d'investissements avec notre société. Notamment, on va avoir des clients qui aimeraient bien investir en immobilier avec leur société opérante, mais même s'ils le voulaient bien, la banque, au niveau du financement, va pas l'octroyer à une société opérante. Ils vont considérer qu'ils peuvent l'octroyer à une société de gestion. Donc, à ce moment, ça devient nécessaire de revoir sa structure et c'est un des avantages, justement, c'est la flexibilité par la suite qu'on peut avoir pour nos différents projets. Donc, maintenant, on va regarder les différentes études de cas. Et on va débuter par celui-ci avec le professionnel incorporé qui a, exemple, plusieurs immeubles dans sa société opérante, qui est un vrai cas que j'ai vu ce mois-ci. Donc, concrètement, on a la OPCO ici qui représente la société de service. Donc, c'est celle qui rend les services, qui vend les produits.
Et dans cette société, on s'est retrouvé avec un client qui rend les services, mais qui avait déjà également acheté plusieurs propriétés locatives et qui est venu me voir parce que il était temps pour lui de faire l'acquisition d'une autre propriété locative et le notaire l'a informé que ça pourrait être intéressant pour lui de considérer de mettre en place une holding pour plutôt y faire les différents investissements. Ça permettrait de faire une distinction très claire entre les deux. Et par la même occasion, ce client m'a informé qu'il voulait également intégrer le conjoint ainsi que les enfants pour être en mesure de planifier la succession parce que ces différents investissements immobiliers n'étaient pas que pour son bénéfice de son vivant, mais plutôt dans un contexte où on voulait avoir vraiment un patrimoine qui permet un patrimoine immobilier dans une incorporation qui peut être transmis et qui va prendre de la valeur au fur et à mesure. Donc, les enjeux qu'on avait ici, c'était de venir séparer l'activité professionnelle de la détention immobilière. Et aussi, c'était un peu plus complexe pour lui de gérer tout au sein d'une même entité. Donc, une société par action qui offre des services que les employés à son propre lot de, de dépenses, de tenues de livre, d'implications à ce niveau-là. Et si on vient ajouter par-dessus des propriétés immobilières qui, elles aussi, nécessitent de l'entretien, des réparations, peut-être des investissements, ça peut devenir complexe de gérer le tout au sein d'une même entité. C'est pas impossible puisque je l'ai vu, c'est arrivé avec cette personne, mais c'est peut-être pas idéal. Et aussi, on avait un enjeu de planification pour la relève. Donc, ce qu'on est venu considérer, c'est la structure qu'on voit à l'écran. Donc, c'est d'avoir une société de gestion qui va permettre de venir faire les différents investissements. Donc, on a mis dans la holding, on a créé la holding pour que la future acquisition qui va avoir lieu prochainement puisse se faire avec cette nouvelle entité. Donc, la banque va octroyer le financement à la holding plutôt qu'à la compagnie opérante. Donc, c'est la holding qui va être propriétaire lorsqu'ils vont aller chez le notaire. C'est la holding qui va donc être propriétaire sur l'acte. Et éventuellement, pas dans les médias parce que on n'est pas dans les périodes de renouvellement, par exemple, mais éventuellement, on va pouvoir considérer de prendre les propriétés qui sont ici et les transférer dans la holding. Donc, ça peut se faire au fur et à mesure du temps, lorsqu'un moment approprié survient. Ça peut survenir, exemple, quand on a un renouvellement hypothécaire, ça peut être un moment pour faire le transfert ici. Et c'est possible de le faire sans impact fiscal et sans droit de mutation également. Et ici, ben, on est venu mettre le conjoint, d'autant plus que le conjoint s'impliquait dans la gestion des propriétés. Donc, on est venu intégrer le conjoint comme actionnaire de la holding pour permettre de commencer à mettre en place la structure qui correspond à leurs objectifs sur le long terme. Donc, ça, c'était pour le premier cas à ce niveau-là. S'il y en a qui ont des questions pendant que j'ai une gorgée, vous pouvez les mettre dans le chat, sinon je vais continuer. Ensuite, le deuxième cas, on est dans un contexte où on a une entreprise et celle-ci a un bon potentiel éventuellement d'être vendue. Donc, on y va avec une dirigeante d'une entreprise en forte croissance et la vente serait prévue dans 3 à 5 ans. Donc, tout à l'heure, on parlait du fait que ce serait important de ne pas attendre à la dernière minute ou dans l'année même de la transaction. Et c'est important pour plusieurs raisons. Lorsqu'on souhaite vendre une entreprise, comme je le mentionnais au début, on peut être éligible pour la déduction pour gain en capital. Donc, c'est la déduction que je parlais que chaque année, ça augmente au fur et à mesure. Et lorsque on veut être en mesure de bénéficier de la déduction, mais il faut qu'on s'y prépare pour plusieurs raisons. C'est parce que pour que nos actions puissent nous permettre d'avoir droit à la déduction, il faut être en mesure de justifier ou de répondre à des critères. Donc, et les critères débutent depuis 24 mois qui précèdent la transaction. Donc, quand vient le temps de vendre l'entreprise, pour valider si on se qualifie, on regarde les 24 mois qui précèdent la transaction et ensuite l'année de la transaction. D'où le fait que c'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement, parce que sinon on risque de perdre sa qualification. Et pendant les 24 mois, ce qu'on fait, ça s'appelle la purification. On vient purifier, nettoyer la compagnie pour être en mesure de faire en sorte que lorsque vient le temps de vendre les actions, on va être capable de bénéficier de notre allègement fiscal. Et pour répondre à la question, la DGC, c'est la fameuse déduction pour gain en capital dont je parlais de 1 million et plus qui augmente à chaque année.
Et au niveau des enjeux, donc pour cette personne, on avait donc bénéficié de la déduction, purifier la société pour être éligible à la déduction et préparer une relève ou une vente partielle. Donc, ici, c'est pertinent, même si on vend 15%, 20%, 30%, c'est pas toute vente qui doit être totale. On peut se retrouver qu'on vend 15% des parts pour débuter, puis on est déjà éligible à cette fameuse déduction. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des entrepreneurs qui viennent me voir parce qu'ils se retrouvent dans une situation où, OK, quelqu'un est prêt à prendre, exemple, un 15%, puis ça va me permettre d'encaisser de l'argent pour ce que ça vaut. Mais parce que c'est arrivé spontanément, parce qu'on n'est pas préparé, ben, on n'est pas éligible, donc on perd un peu cet avantage fiscal. Et c'est déjà arrivé un cas que j'ai vu que parce qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'avantage fiscal, ben, il préférait quasiment ne pas faire cette transaction, attendre pour que lorsque vient le temps de la faire, ben, on soit en mesure de bénéficier de l'avantage fiscal et pas payer des impôts sur la transaction. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent à considérer. Donc, au niveau des solutions, donc on vient planifier d'avance, donc au minimum 2 ans, minimum, parce qu'encore là, ce que je vais expliquer ici, c'est que euh, lorsqu'on vend une entreprise, on vend les actions. C'est dans un contexte où on veut récupérer la déduction pour gain capital, on vend les actions et non les actifs. On vend les actions, mais là, ce qui se passe ici, c'est que les actions, elles prennent de la valeur avec les années. Donc, si je me suis incorporée en 2015, je veux vendre en 2025 et que la fiducie, elle arrive seulement en 2023, soit 2 ans avant la vente, oui, ça peut aider à qualifier l'entreprise, les actions, mais ma multiplication dont j'ai parlé peut avoir lieu seulement au niveau de la, l'exemple, la fiducie est l'actionnaire depuis 2 ans, puis de 2023 à 2025, mais c'est quoi la plus-value qu'elle a pris? Mais ses actions à elle, si elle, l'exemple, 25% et que son 25% a pris 500 000, ben, on est limité à 100. On ne peut pas aller réclamer toute ma multiplication sur toute la valeur des 10 dernières années parce que la fiducie est actionnaire seulement depuis X nombre d'années, en espérant que ce soit clair à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on veut avec ce type de structure qui serait l'idéal si on souhaite vendre pour une valeur qui est plus élevée et qui justifie qu'on veut utiliser la déduction en gain capital de nos différents bénéficiaires, mais à ce moment, on va pouvoir utiliser la compagnie opérante, envoyer des profits à la fiducie qui, elle, va les reverser aux bénéficiaires corporatifs. Donc, tantôt, je disais que la fiducie peut avoir différents bénéficiaires et parmi eux, on peut retrouver une société, par exemple, de gestion. Ensuite, on va avoir la possibilité éventuellement, si on a des membres de la famille qui s'impliquent, de pouvoir utiliser le fractionnement de revenus. Donc, la compagnie opérante génère des profits, les envoie à la fiducie qui les redistribue à la hauteur du service rendu. Donc, il faut vraiment faire attention avec le fractionnement. Il faut respecter certains critères. Donc, ça, c'était pour mon étude de cas numéro 2. Je regarde vite fait si je peux répondre à des questions. Et pour répondre à la question de Armand, la réponse, elle est oui. Est-ce qu'il y a des avantages? Par contre, on va regarder dans la prochaine slide. Hum. OK, c'est vraiment intéressant vos questions, notamment la question si on est marié, qu'est-ce qui se passe pour protéger le patrimoine si on était seul actionnaire. OK, c'est très intéressant. Je vais pouvoir répondre à vos questions dans quelques instants. Je vais regarder l'étude de cas numéro 3, puis vous pouvez continuer à mettre les questions dans le chat, on va regarder tout ça. L'étude de cas numéro 3, ici, on a un entrepreneur qui a aussi des investissements à l'étranger. Donc, ici, on part de quelqu'un qui souhaite investir ailleurs. Alors, vous pouvez remarquer ici, si on regarde juste cette ligne ici, on a la même structure qu'on a proposée à notre entrepreneur ici. Donc, ça, c'est comme de base. Si on est rendu à vouloir investir à l'étranger, notre structure ressemble fort probablement à celle-ci. Maintenant, il y a plusieurs enjeux qu'il faut regarder ici. Prenons pour acquis ici que cette société
c'est dans un contexte d'investissement à l'étranger, mais je vais faire une brève parenthèse par rapport à une question qui m'a été posée. Si quelqu'un veut investir au Québec ou au Canada, il peut le faire avec la holding ou avec une autre compagnie. Tu sais, c'est vraiment personnel à chacun. On va avoir des clients qui vont avoir la holding, qui vont faire leur immobilier et leur placement dans la holding, et il y en a qui vont vouloir faire leur immobilier dans une société séparée, notamment parce qu'ils ont peut-être des partenaires qui sont spécifiques à cette entité qui justifie d'avoir une entité séparée. Mais c'est pas interdit de le faire ici. Ça dépend vraiment des préférences. On va faire une distinction claire, ce qui est aussi très valable. Donc, je vois autant du 50-50. 50% des clients vont le faire ici, 50% vont le faire ici. Ensuite, donc, ici, ce qu'on se retrouve, c'est que j'ai répondu pour le fait qu'on va l'investir au Canada. Disons que quelqu'un ici veut investir à l'étranger. Donc, ça, c'est un cas que j'ai eu dans le passé avec, exemple, une cliente qui voulait investir en Europe. Et on se demandait, donc, est-ce qu'on crée une compagnie canadienne qui achète le bien en Europe? Est-ce qu'on crée une compagnie en Europe qui achète le bien en Europe? Est-ce qu'on achète à son nom? Ce sont des questions qui sont très valides. Ici, on est dans un contexte où la mise de fonds provient fort probablement de la holding. Donc, on a accumulé des liquidités avec le temps. Elles sont dans la holding et là, on cherche des opportunités puis on a l'opportunité d'aller à l'étranger. Une des choses qu'il faut regarder d'abord, c'est avez-vous besoin de financement? Parce que si, exemple, on a besoin de financement, ça risque d'être plus facile d'obtenir le financement en créant une société, vraiment une filiale qui est étrangère dans le pays de la juridiction où on veut acheter. Donc, si on veut acheter au Portugal, ben, on va créer la compagnie au Portugal qui va être détenue potentiellement, si on le souhaite, par la holding. Je dis potentiellement et si on le souhaite parce que c'est tellement de cas de figure, c'est tellement de scénarios, mais dans un contexte où la mise de fonds vient de la holding pourrait être l'actionnaire pour faire un apport en capital dans la société étrangère qui va venir faire son acquisition. C'est pas sans risque en termes d'implication fiscale, dans le sens que ce qu'il faut savoir, c'est que si on génère des revenus passifs dans une société étrangère, on peut être assujetti à un impôt au Québec, ben, au Canada quand même, lorsqu'il s'agit de revenus passifs. Donc, juste cette slide pourrait faire l'objet d'un webinaire au complet en soi. Donc, c'est pas ce que je peux faire aujourd'hui en quelques minutes, mais je vais au moins mettre des pistes de réflexion. Donc, si on génère des revenus passifs, c'est pas garanti qu'on va pas avoir à payer de l'impôt aussi au Canada, parce qu'on doit quand même déclarer que notre holding contrôle une entité étrangère. Pour éviter ce genre de situation, soit on transforme notre revenu passif en revenu actif, soit notre holding est pas celle qui contrôle parce qu'on a peut-être des partenaires à l'étranger, donc on est capable de jouer avec les règles au niveau du contrôle de l'entité. Parce que c'est le fait qu'on contrôle une entité étrangère qui justifie le fait d'avoir à déclarer son existence et qu'on regarde la nature des profits qui sont générés. Bien entendu, pour être imposé au Canada, mais il faut qu'on ait généré des profits avec. Donc, en immobilier, c'est pas rare qu'on va investir. On a les travaux, de la maintenance, puis on dégage pas forcément de liquidités qui sont des profits. On est plutôt dans la prise de valeur au fur et à mesure du temps. Donc, c'est pas automatique qu'il y a une implication fiscale, mais il faut le garder en tête. Puis également, il faudra garder en tête comment est-ce qu'on va récupérer les liquidités. Donc, est-ce qu'on est dans un projet qu'on veut, ou est-ce qu'on recherche à générer des profits et les rapatrier au Canada, ou on cherche plutôt à générer des profits qu'on va laisser dans l'entité à l'étranger et éventuellement en bénéficier autrement ou parce qu'on a l'intention de rentrer ou de quitter pour aller vivre dans ce pays où on a notre propriété dans notre compagnie, c'est possible également. Donc, on va pas se le cacher, lorsqu'on veut avoir donc des biens à l'étranger, ça ajoute un niveau de complexité parce que il faut quand même qu'on fasse certaines déclarations à l'étranger. Que ce soit à notre nom qu'on détient le bien ou à travers une filiale étrangère ou à travers la compagnie canadienne, ça vient avec son lot quand même. Et pour ces raisons, ce que je vais finir par rapport à cette slide, c'est que une des questions à vous poser d'abord, c'est d'où vient ma mise de fonds. Si ma mise de fonds provient de ma holding, ben, ça se peut très bien que j'ai à considérer de créer une filiale étrangère parce que ça va être plus facile pour le financement, entre autres. Donc là, ça règle un peu la question. Puis après, on va être plutôt dans des enjeux de imposition. On veut éviter une double imposition.
et on veut s'assurer de déclarer la compagnie au moment opportun à travers différents formulaires. Donc, c'est totalement faisable, il faut juste être plus vigilant. Puis, au moment où viendra le temps de percevoir des profits, mais si on veut éviter la double imposition, on peut considérer, par exemple, un remboursement de capital. Donc, si la holding, elle a investi pour l'acquisition, mais on peut considérer d'abord à la rembourser avant même de considérer de faire une distribution de dividendes, par exemple. Donc, ce sont des pistes de réflexion pour vous par rapport à ça. Donc, c'est totalement faisable. C'est juste qu'il faut être en mesure de bien structurer le tout et à ce moment, vraiment consulter un professionnel qui fait aussi de, de la, qui fait aussi de la fiscalité internationale. Donc, c'est même pas ma spécialité en soi à moi. Je vous donne vraiment un aperçu de ce qui est faisable, mais quand viendra le temps de vraiment gérer ça, vous allez vouloir avoir un professionnel qui est dans le pays où vous avez investi et qui est également ici, basé dans votre juridiction, le Canada, et qui s'y connaît pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut déclarer au Canada et par rapport à ce que vous avez payé à l'étranger. Donc, ça, c'était pour nos trois cas pratiques. Donc, ce qu'il faut revenir ici, c'est que la structure corporative, elle doit évoluer avec le temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire au jour 1. Donc, au jour 1, quand on crée la compagnie, on n'a pas forcément la compagnie opérante, la fiducie, la compagnie de gestion. Ça peut être lourd, surtout lorsqu'on est encore dans l'incertitude par rapport à la pérennité ou à la croissance de l'entreprise. Mais, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a des moments clés pour revoir la structure. Il faut aussi voir votre structure comme étant un outil de liberté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une bonne structure vous donne beaucoup de flexibilité, comme on a pu le voir jusqu'à la fin, jusqu'à même aller investir à l'étranger. Et c'est mieux de planifier que de corriger après coup, parce que ça peut être plus difficile de modifier ce qui a été mis en place. Et je le répète, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Donc là maintenant, on va pouvoir regarder les questions dans quelques instants. Et juste avant, lorsque j'ai commencé la présentation, j'ai mentionné qu'on avait une nouvelle manière de travailler ensemble. Donc, je vais vous partager ce que j'ai concocté. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette thématique, j'ai concocté une série de conférences exclusives. Donc, c'est 7 thématiques qui sont en lien avec ça, mais qui viennent faire en sorte qu'on vient revoir votre structure. Et la thématique, c'est de maîtriser sa structure d'entreprise pour atteindre la liberté financière. Donc, concrètement, on vient vraiment aller beaucoup plus en profondeur par rapport à qu'est-ce qu'on peut accomplir avec notre structure. Donc, on a vu ici qu'elle évolue avec le temps et qu'elle peut nous permettre de faire plusieurs choses, dont investir soit ici, soit à l'étranger. Mais on peut également la voir comme beaucoup plus que ça. Puis avec cette série, le but, c'est vraiment d'aller voir en détail qu'est-ce qui est faisable. Donc, ce sont des conférences en ligne sur lesquelles on est en train de travailler. Puis, je les ai réparties en plusieurs modules. Je vais vous parler de ça brièvement maintenant, puis ensuite, je vais répondre à toutes les questions. Donc, on a un premier module qui est en fait plus une consultation individuelle. Donc, le but, c'est de vraiment comprendre c'est quoi vos ambitions personnelles, c'est quoi vos objectifs. Donc, est-ce qu'on veut arrêter de travailler dans 10, 15 ans, 20 ans? Est-ce qu'on veut vendre l'entreprise à nos enfants ou est-ce qu'on veut la vendre à une tierce partie? Le but, c'est vraiment de pouvoir voir c'est quoi vos aspirations puis les traduire en décisions juridiques et fiscales. Donc, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a certaines choses ou certaines actions qu'il faut prendre à certains moments. Et le but, ce serait de pouvoir de faire un peu votre roadmap de, OK, où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous allez avoir comme structure finale pour vous assurer d'atteindre l'objectif visé. Ensuite, on va voir l'autre module qui concerne la structure. Donc là, on va regarder c'est quoi les éléments de risque qu'on peut retrouver avec votre société et où est-ce qu'on peut venir faire des améliorations en lien justement avec ce qu'on aurait identifié. On va continuer la comparaison entre les trois types d'entités. On va regarder aussi d'un point de vue fiscal à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qui est pratique ou pas. Bref, on va vraiment regarder ça en détail. Et on va regarder le bon moment pour ajuster la structure avec pour objectif de vraiment protéger vos actifs et simplifier votre gestion. Ensuite, on va venir parler de rémunération. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une complète flexibilité sur la manière de se rémunérer, ce qui peut vous permettre de vraiment maximiser la valeur de ce que vous générez comme revenu. Donc, on va venir regarder sous quelle forme vous pouvez vous rémunérer, sous quelle forme vous pouvez investir et le faire de manière plus avantageuse pour vous. Et on va aussi avoir une forme d'arbre décisionnel pour déterminer, OK,
lorsque vient le temps de retirer tel montant d'argent, en fonction de ce que je génère ou de ce que j'ai à titre individuel, ben, qu'est-ce que je dois faire, comment? Donc, on va venir regarder pour optimiser chaque dollar qui vient sortir de la compagnie. Ensuite, on va aussi avoir la gestion des surplus et on va parler aussi d'acquisition d'entreprise. Donc, ces derniers 12 mois, de plus en plus de nos clients qui sont dans d'autres domaines complètement, exemple, consultants TI, vont me dire, OK, j'ai mon entreprise, je génère mes revenus comme consultant, mais je suis prêt à faire l'acquisition d'une entreprise pour diversifier mes revenus. Donc, on cherche vraiment à ne pas être la seule source de revenus pour son entreprise et d'être en mesure d'accélérer notre atteinte d'objectifs parce que concrètement, si j'ai mon revenu de consultant avec mon incorporation, plus j'investis en IMO, plus, exemple, j'achète une entreprise avec un partenaire, mais on vient augmenter nos revenus et on peut accélérer l'atteinte de nos objectifs. Donc, on va en discuter plus amplement euh, avec, exemple, identification du type de cible, comment se structurer au niveau du montage financier et aussi les implications fiscales au niveau de rachat d'entreprise. Donc, on va vraiment regarder ça plus en détail parce que ça semble être assez d'actualité ces derniers mois. Ensuite, on va parler de l'immobilier. Donc, beaucoup de nos clients considèrent l'immobilier comme moyen de venir investir leur liquidité supplémentaire. On va parler de détention personnelle à travers l'opérante, holding, fiducie. Qu'est-ce qui fait plus de sens? On va parler de la fiscalité immobilière. On va regarder comment amortir, exemple, vos immeubles. Et encore une fois, on aurait une forme d'arbre décisionnel lorsque vient une opportunité. Parce que c'est pas toute opportunité qu'on va faire avec une compagnie, même si on a les liquidités dans la compagnie, on peut avoir des raisons de le faire à titre personnel, par exemple. Donc, on va regarder tout ça. On va parler de protection d'actifs et continuité. Donc, un enjeu auquel font face certains de nos clients, c'est au niveau de se protéger contre des créanciers. Donc aujourd'hui, on a parlé de la protection contre les créanciers de l'entreprise et là, on a parlé de la société de gestion, qui est une bonne manière de faire une distinction claire. Puis on a des clients qui vont aussi avoir des craintes au niveau personnel parce qu'ils se portent caution. Donc là, on va regarder, OK, comment est-ce qu'on se protège aussi à titre personnel? On a parlé de la fiducie aujourd'hui, mais on a aussi, exemple, la fiducie de protection d'actifs. Donc, c'est une autre manière de voir à se protéger parce qu'on a aussi plusieurs enjeux. Quelqu'un a posé la question tantôt. Je crée ma holding, mais mon conjoint ou ma conjointe n'est pas actionnaire. Je me sépare. Qu'en est-il? Donc, comment est-ce qu'on planifie ces différents types de protection? Parce qu'on peut avoir une protection avec les créanciers qui est réglée, mais on peut aussi avoir des enjeux au niveau personnel. Donc, j'ai cette structure qui fait partie du patrimoine familial. Qu'est-ce qui se passe si on vient à se séparer? Comment est-ce que je peux limiter le partage au niveau de la plus-value qui a été générée par ma structure corporative. Et pour ceux qui ont des partenaires, on va parler de convention entre actionnaires. On va regarder aussi tout ce qui est stratégie de décaissement. Donc, ça, c'est pour plus tard, dans le sens que on a utilisé la société en bonne et due forme. On a notre société de gestion. On a accumulé 1 million dans notre société. Maintenant, comment est-ce qu'on vient décaisser le tout au fur et à mesure? À ce moment, la société, elle sert surtout de complément de retraite. Parce que finalement, comme on disait, la holding, il faut l'avoir un peu comme notre fonds de retraite. C'est pour le long terme. La compagnie opérante, un jour, on arrête, on l'a vendu ou autre. Mais on reste quand même avec cette compagnie au-dessus dans laquelle on a peut-être des membres de la famille pour faire du fractionnement de revenus, par exemple. Donc, on va regarder ça plus en détail. Et finalement, on va parler de plan de sortie stratégique pour ceux, exemple, qui veulent pertinemment ou de façon intentionnelle vendre ou intégrer la famille ou céder à un employé. Ben, c'est quoi les approches par rapport à ça? Si certaines personnes anticipent de juste quitter, donc disons que dans 15 ans, quand j'ai fini, j'ai fait mon argent, j'ai vendu ou pas, mais là, je vais aller vivre ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est quoi les implications fiscales? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Comment est-ce que je me prépare à être admissible à la déduction pour gain de capital? Et notamment à travers la purification dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, ce sera vraiment les sujets qui seront abordés dans la série des 7 vidéoconférences dont je viens de parler. Je propose la série ici avec une tarification qui est présentement en spécial pour le lancement. Autrement, on a un tarif ici régulier. Donc, elle est actuellement pour 1 750 $ ou on peut aussi opter pour 4 paiements mensuels. Je souhaite travailler avec 12 entrepreneurs qui sont intéressés par ça.
Je vais vous envoyer tout à l'heure le lien par courriel et également dans le chat. Je vais envoyer le lien de la rediffusion, donc du webinaire, également vers la description complète de ces séries pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus. Et pour terminer, donc, ce que vous allez recevoir à la fin de de ce parcours qu'on va concevoir ensemble, mais on va avoir une cartographie de votre structure. Donc, vraiment, comment est-elle aujourd'hui, comment elle devrait être plus tard en fonction de vos objectifs. On va avoir des outils qui vous seront partagés pour mettre en place ces stratégies. Le parcours couvre vraiment de quelqu'un qui est incorporé, qui est en activité, qui veut protéger ses actifs, qui veut investir des surplus et qui veut préparer la transmission de son patrimoine. Et vous allez être accompagné par moi, mais aussi des invités qui seront choisis selon la thématique, dont des experts de leur domaine pour venir intervenir. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions dans le chat et pour ceux qui doivent quitter parce qu'il est 13h pile, si vous avez des questions mais que vous devez quitter, lorsque vous allez recevoir l'enregistrement demain, allez à la fin pour voir les réponses parce que je vais prendre le temps de regarder chacune des questions à l'instant et y répondre. Donc, on remonte maintenant dans le chat pour aller voir les questions. Donc, ici, on avait comment déterminer les bénéficiaires des fiduciaires. Ça, j'ai répondu, c'est à votre entière discrétion. Quelqu'un me demandait quels sont les recours en cas de mauvaise gestion ou de fraude dans une fiducie familiale. Donc, techniquement, dans le contrat de fiducie, on vient prévoir qu'on peut retirer un fiduciaire. Donc, techniquement, ce sont les fiduciaires qui font la gestion. C'est comme les administrateurs. Si on a un co-fiduciaire, parce que vous allez être fiduciaire, donc vous ne pouvez pas forcément faire de la mauvaise gestion pour votre propre fiducie. Donc, vous ne pourriez pas avoir un recours contre vous-même, mais si vous avez un fiduciaire que ça ne se passe pas très bien, vous pouvez le destituer et à ce moment, ben, ça va régler la situation. Ensuite, on avait une autre question de Thierry. Lorsqu'on a un décès d'une société, si les actions vont à des enfants de moins de 18 ans, il va avoir le curateur, etc., etc. Donc, ce qui se passe ici, c'est que effectivement, c'est valide comme point. Et à ce moment-là, est-ce qu'on devrait considérer d'avoir la fiducie sous la société de gestion, sous la société de gestion? Fiducie sous. Ah, OK. Donc, concrètement, c'est sûr que si on a une fiducie, les enfants se retrouvent pas à hériter de l'ensemble de nos actions parce que c'est la fiducie qui est propriétaire et en cas de décès, je peux prévoir qui seront les fiduciaires qui vont être ceux qui vont gérer le patrimoine au bénéfice de mes enfants. Donc oui, ça peut être une bonne raison si quelqu'un a des enfants encore qui sont en très bas âge et qu'il compte bâtir un patrimoine assez important aussi à travers cette structure. Parce que bien entendu, on a plusieurs façons de voir les choses. Si quelqu'un est consultant ou est dans la construction ou offre un service, mais qu'il y a un décès, les actions sont héritées, mais d'une certaine manière, potentiellement qu'on peut envisager de les liquider. Et à ce moment-là, de voir est-ce que, aussi, je réfléchis pendant que je parle, ce serait de voir est-ce qu'on a un conjoint à qui on a transféré ou ça va directement aux enfants. C'est aussi un autre point à considérer. Donc, à ce moment-là, si par contre, on n'a pas d'autres personnes à qui transférer notre patrimoine en attendant et qu'on ne veut pas se retrouver avec le curateur public, la fiducie avec d'autres fiduciaires peut être une façon de prévoir le tout. Et à ce moment, on devrait aussi prévoir un testament fiduciaire, dans le sens que c'est une fiducie qui va aussi exister au-delà, qui est créée après notre décès, donc elle naît du fait qu'il y a eu un décès. Et là-dedans, on peut aussi prévoir exactement comment est-ce que la fiducie va être gérée au bénéfice des enfants. Et là, on a des fiduciaires qui sont nommés pour ça. Et voilà. OK. Ensuite, prochaine question. Quelqu'un va demander si on est un couple marié, la société opérante est au nom du conjoint uniquement. Est-ce qu'il y a des façons de monter la holding de sorte à ce que si le couple se sépare, il y a une protection de l'entrepreneur unique? C'est un peu délicat, mais la protection vient à travers un contrat de mariage. Donc concrètement, on n'est pas obligé de le faire le jour du mariage, on peut le faire plus tard. Mais si on veut une réelle séparation de biens, il faut prévoir un contrat de mariage qui prévoit la séparation de biens. Autrement, sans contrat de mariage, on est assujetti au régime de société d'acquêt qui fait en sorte que tout ce qu'on bâtit pendant
On ne doit pas remettre les actions, mais la valeur, la plus-value qu'elle a eue font partie des montants qui seront à répartir. On peut se retrouver avoir à verser une somme qui correspond partiellement à la plus-value qui a eu lieu pendant le mariage. Ensuite, la question s'il y avait des avantages d'ouvrir une société additionnelle opérante pour investir, j'ai répondu avec le schéma. Ensuite, on a la question de Thierry sur le comptable. Si la société de gestion a des revenus supérieurs à un certain niveau, ça va affecter le taux d'imposition de la société opérante? Et la réponse est oui, effectivement. Et est-ce que la fiducie permet d'éviter ça? Il faut que je double vérifie. Et comme Thierry, c'est un client, j'ai noté ta question, je vais juste prendre une photo puis je vais te répondre. Parce qu'avec la holding directement, oui, au-delà d'un certain montant, là, on parle de revenus passifs qui sont quand même assez importants. Je vais jeter un coup d'œil puis je t'envoie un courriel. Ensuite, Suverain me demande, pour l'étude de cas numéro un, si les enfants sont actionnaires de la holding qui détient les immeubles, est-ce qu'ils vont payer du gain en capital lorsque les parents décèdent? Donc, oui et non. Je voudrais dire que ça dépend. Quand on intègre les enfants dans la structure, euh, au fur et à mesure que les années passent, vos actions en tant qu'adulte, en tant que parent, vont prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Ça, c'est sujet à un impact fiscal en cas de décès. Mais si on s'y prend bien, on va arrêter la prise de valeur entre vos mains à un moment clé, les fameux moments clés. On va arrêter la prise de valeur et on va vouloir qu'elle soit uniquement au nom des enfants et on va venir réduire avec les années qui vont suivre votre valeur que vous avez en vous rémunérant de sorte à ce que au moment du décès, il reste le moins possible de valeur entre vos mains à travers vos actions. Ok, ok, ok. Rosine me dit que si elle a des biens immobiliers à l'étranger, est-ce qu'on doit avoir une société de gestion ici aussi? Pas forcément. Si vous êtes déjà propriétaire, peut-être que vous avez déjà acheté des biens à votre nom. La société de gestion n'est pas pertinente pour autant. Je pense qu'elle est pertinente dans le cas que je mentionnais pour quelqu'un qui accumule ses liquidités dans la société de gestion et qui veut utiliser ses liquidités pour investir à l'étranger. Mais on va avoir des clients qui ont investi à leur nom avant même d'avoir cette structure en place. Et qu'en est-il des impôts à payer ici au Canada? Donc, si on a des biens immobiliers à notre nom, peu importe où ils sont dans le monde, en tant que résident fiscal canadien, on est assujetti à un impôt sur nos revenus mondiaux. Donc, il faut les déclarer. Donc, dès qu'on a des biens immobiliers ou des biens de plus de 100 000 à l'étranger, déjà, il faut les déclarer. Puis, si on génère des revenus avec ça, il faut les déclarer. Et après, toute la logique des conventions fiscales va embarquer pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut éviter une double imposition. Dan demande, est-ce que des enfants mineurs peuvent être impliqués dans la gestion de la fiducie? Dans la gestion, non. En tant que bénéficiaire, oui. Narcisse me demande s'il a déjà une opérante et une holding, est-ce qu'il peut avoir une fiducie plus tard? Oui. On travaille ensemble actuellement, donc oui, la réponse est oui, d'où le fait qu'on n'a pas fait pour toi maintenant. Mais le délai pour créer la fiducie et bénéficier du grand capital dépend de l'horizon pour la vente. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, au minimum 2 ans avant, mais ça dépend aussi de la prise de valeur. Quand on crée la société, ça se peut que pour les premiers 5 ans, 7 ans, il n'y ait pas une prise de valeur importante, mais peut-être qu'on développe une solution ou qu'on lance un service qui fait qu'à la 7e année, il y a une traction qui se fait que la valeur augmente. Et si on sait qu'on veut vendre autour de 12, 15 ans d'activité, ça peut être un moment intéressant pour mettre la fiducie pour que la plus-value soit dans ses actions. Et deuxième chose à prendre en considération également est que on a tous, en tant qu'individu, droit à nos déductions pour gain capital. Donc, c'est pas parce qu'on veut la déduction qu'on doit avoir une fiducie. En tant qu'individu, si je vends ma compagnie pour 1 million et quelques, à moi seul, ça suffit. Si je la vends pour des sommes qui sont plus importantes et que je peux aller chercher les plafonds de mes bénéficiaires, là, c'est à considérer. Mais au début, on peut même attendre que la valeur soit plus importante que ce que moi je peux encaisser en tant qu'individu et perdre mes bénéfices.
C'est ça aussi un élément. Pour Rosine, qui a acheté à l'étranger en son nom propre, est-ce facile de changer pour avoir une holding? Mais ça dépend, parce que le but, c'est pas de prendre vos biens immobiliers à l'étranger et de les mettre dans la holding. C'est pas l'objectif. Euh, Parce on l'a vu tout à l'heure avec mon exemple au Portugal. Si j'investis au Portugal, c'est fort probable que je crée ma compagnie au Portugal. Donc, dans votre cas, c'est pas tant ça la question parce que vous auriez pu dire, ben, je veux plus avoir ma propriété qui est en Afrique du Sud, je veux plus l'avoir à mon nom, mais je vais la mettre dans une compagnie en Afrique du Sud. Tu sais, c'est pas forcément avantageux de considérer de prendre la propriété puis la mettre dans une holding canadienne. C'est pas ce que je propose. OK. Sam me demande si on a un couple de travailleurs avec des biens immobiliers au Canada et qu'on veut transférer plus tard à nos enfants, quelle sera la meilleure option? Donc, à ce niveau-là, il faudrait considérer potentiellement avoir la société de gestion si on veut limiter l'impact fiscal. Et c'est dans un contexte d'impact fiscal parce que, bien entendu, on peut détenir le tout à notre nom, puis on décède, on leur transmet et on considère les assurances pour réduire l'impact fiscal aussi. Ça, c'est d'autres façons de voir les choses. Riyad demandait si on aurait un enregistrement. Oui. Et au Roudena, pour donner à ta mère, est-ce que ta mère va travailler dans la compagnie? C'est très important de comprendre que remettre des dividendes à des membres de notre famille, ça doit être dans un contexte de travail, implication. Donc, en contrepartie pour avoir rendu des services. Donc, je ne sais pas dans ton cas. Si elle a rendu des services, si elle travaille pour l'entreprise, il faut aussi considérer le salaire avant les dividendes. Et si on veut lui remettre des dividendes, ben on peut l'intégrer comme actionnaire pour être en mesure de le faire. Hum, Jean-Marc, je vais t'envoyer un message, mais j'envoie un courriel tantôt avec tout le tout. Et Roudena, si elle travaille déjà dedans, ben tant mieux. Donc, tu peux émettre des actions. Tu peux m'envoyer un courriel parce que ça va dépendre de la valeur de ta compagnie actuellement. Donc, on ne peut pas juste aller sur le registraire des entreprises et mettre la personne comme actionnaire, puis commencer à lui verser de l'argent. Il faut qu'on regarde la structure actuelle et qu'on fasse une émission d'actions en bonne et due forme qui prend en considération la valeur accumulée à ce jour. Je me suis rendue à la fin des questions. Je vais faire juste un truc. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous envoyer le lien vers la série de vidéoconférences pour ceux qui sont intéressés. L'horaire est encore à déterminer. Ça va être partagé dans les prochaines semaines. Ça va dépendre de vos disponibilités et celles des experts aussi que je vais inviter. Donc, je mets ça dans le chat ici. J'envoie, je vais envoyer tout à l'heure un courriel avec le lien et plus d'informations pour ceux qui sont intéressés. Demain, j'envoie l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Et ceux qui veulent une consultation, dans le courriel que je vais envoyer tout à l'heure, je vais mettre le lien pour avoir une consultation. Vous allez pouvoir avoir l'option d'avoir une consultation de 15 minutes avec quelqu'un dans l'équipe, exemple, pour parler de votre situation, pour voir c'est quoi les tarifs, etc. Mais si quelqu'un veut vraiment des conseils personnalisés, vous pouvez aussi avoir une consultation d'une heure avec moi. Ça y est. Donc, merci d'être resté. Ça clôture notre séance d'aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas aussi, il y a des reliquats, écrivez-moi un message et je vous souhaite à tous une belle fin d'après-midi.